Bon, eh bien, l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est très heureuse de recevoir ici ce soir Rémi Huppert, dont nous faisons la connaissance. Il s'agit d'une visioconférence et en même temps un mixte et en même temps une conférence en présentiel. Alors, Rémi Huppert va nous présenter ce soir un livre qu'il a écrit l'année dernière, je crois, qui s'intitule Lettre à Moïse, itinéraire contourné d'un juif de Hongrie. Et en sous-titre, le thème principal, finalement, c'est la recherche des origines juives longtemps occultées. Rémi Huppert est économiste de formation, il a fait HEC. Ensuite, il a eu une carrière de consultant auprès des entreprises, de la Banque mondiale, et il a deux passions qu'il m'a confiées, le piano, et il est lui-même un excellent pianiste, et d'autre part, il est écrivain et l'auteur de nombreux ouvrages, des essais consacrés, je crois, à sa vie professionnelle et des romans historiques laissant une certaine part à la fiction, à l'imagination. Mais ce livre qu'il a écrit aujourd'hui, cette année, est un livre très différent des autres. Rémi Huppert est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifie qu'il appartient à cette génération du baby-boom qui a été, je crois qu'on peut le dire, une génération heureuse, qui n'a jamais connu la guerre, qui est contemporaine d'une période d'exceptionnelle prospérité, qui est entrée dans la vie active sans connaître le chômage. Donc je crois, oui, véritablement, nous avons été, je dis nous parce que je m'y inclus, je suis également né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je crois que nous avons eu historiquement une chance exceptionnelle. Et pourtant, Rémi Huppert écrit dans sa dédicace, il dédicace son livre à sa famille, ils me liront, je l'espère, puisse cette remontée aux sources leur offrir la sérénité qui me manquait. Et effectivement, dès que l'on commence à se plonger dans ce livre qui est tout à fait passionnant, on comprend les raisons de cette absence de sérénité malgré cette enfance heureuse où apparemment tout allait bien dans une belle villa à Ville-d'Avray. Il est issu d'un couple mixte, sa mère est catholique, il a été élevé dans la religion catholique, mais son père est juif. Son père est juif, mais il l'apprend assez tardivement. Il y a beaucoup de silence, beaucoup de secrets, beaucoup de déni. Et finalement, c'est sans doute cette absence de parole qui lui donne ce sentiment de quelque chose d'assez pesant dans l'enfance. Alors, il va nous raconter à travers sa quête, puisque finalement c'est une quête sur son identité juive, sur cette branche paternelle qui vient de Hongrie, mais cette quête, c'est en même temps une enquête historique qui nous emmène finalement sur les traces de quelqu'un qui a vécu de 1874 jusqu'à 1961, et ça va nous permettre de retracer une belle page d'histoire sur les trois quarts de siècle, de la fin du 19e au début du 20e siècle, et de retrouver tous les thèmes qui ont traversé le judaïsme ashkénaze dans la première moitié du 20e siècle. Eh bien, Rémi, nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt et je vous remercie d'avoir bien voulu accepter l'invitation de Paris-Ouest. Merci, bonsoir et tout d'abord et merci à toutes et tous de votre présence ici ou à distance. J'ai évidemment le plaisir de vous inviter ce soir à la quête de mes origines, qui ont été longtemps occultées, sinon oubliées, comme celle de beaucoup de familles juives ou judéo-chrétiennes. Mais avant, je voulais évidemment remercier Maud Blanc de m'avoir invité à présenter ici ce livre, Lettre à Moïse, sous-titré Itinéraire contourné d'un juif de Hongrie, ceci dans le cadre des activités culturelles de la JC. Il y a longtemps que je suis vos activités avec beaucoup d'intérêt et mes origines, comme vous les avez rappelées, judéo-chrétiennes, celle de mon père juif et de ma mère catholique, plus précisément, m'y prédispose tout particulièrement. Alors, depuis le temps de ma jeunesse, j'essaye évidemment modestement
lancer des passerelles entre les deux religions. C'est quelque chose que j'ai entrepris depuis très longtemps. Mais je me suis longtemps senti seul, me heurtant trop souvent aux préjugés, à l'ignorance et pour tout dire à l'incompréhension. Mais je suis heureux de constater aujourd'hui, à l'automne de ma vie, que je me sens de moins en moins seul à pratiquer cet exercice consistant à rompre avec l'entre-soi pour cheminer vers ce que j'appellerais l'autre que soi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord me souvenir des nôtres disparus dans les camps nazis, puisque donc, du côté de mon père, 5 membres de ma famille ont subi les effets de ce délire tragique. Et parmi eux, comme je l'évoque dans mon livre, figure Dejeu Huppert, donc Dejeu étant un prénom hongrois, qui est né à Epériès en Hongrie, donc qui se trouve actuellement dans l'actuelle Slovaquie, et qui fut interprète à Vienne au début du XXe siècle et jusqu'à 1938, tristement célèbre Nuit de cristal à Vienne, puisqu'il était à Vienne à ce moment-là, et qui est donc mort à Drancy le 14 août 1942. Et donc Dejeu Huppert était le frère de mon grand-père Louis-Charles Huppert, et je ne l'ai évidemment jamais connu. Venons-en justement au récit. Alors, je voudrais d'abord préciser un peu les choses concernant ce qu'on peut appeler un récit. Parce que, alors, on m'interpelle, on me dit, est-ce que vous avez écrit un récit? Est-ce que c'est un roman? En France, on aime beaucoup catégoriser les choses avec soin. Alors, moi, je dirais que c'est un récit avec des parts peut-être romancées. En tout cas, c'est un texte, quoi qu'il en soit, qui repose sur des faits avérés. Et ce texte donc raconte la petite histoire de mon grand-père, entrelacée de grandes histoires. Alors, il peut en effet paraître par certains côtés ou à certains endroits romanesque, et c'est vrai, parce que j'ai voulu prolonger le réel par le plausible. Tout simplement parce que un travail de recherche, aussi soigneux qu'il soit, et j'ai essayé de le faire soigneusement, comporte forcément des zones d'ombre. Et il m'a donc bien fallu, pour faire un livre qui soit intéressant à lire, imaginer des décors, des vêtements, des dialogues, faute de quoi le texte aurait eu l'aridité d'une banque de données ou d'un annuaire. Ce n'est évidemment pas ce que cherche le lecteur. Et nul n'a envie de lire des textes arides collectionnant des faits, des chiffres, comme dans les brèves des journaux, tout au moins ceux d'autrefois. Alors, pour autant, ce livre, malgré son sous-titre, n'est pas un roman, n'est pas du tout un roman au sens d'une fiction intégrale. L'imaginaire, ici, n'est pas destiné à s'évader du réel, mais au contraire à épauler la réalité pour la rendre le plus possible plausible. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je voudrais également parler de la forme de ce récit, parce que je voudrais attirer votre attention sur l'importance que revêt, à mes yeux, l'écriture. Savoir rédiger une lettre, un message, un CV sont d'une certaine importance dans la vie courante, mais savoir rédiger, a fortiori, est important dans le cas de la littérature. Et je me suis efforcé dans ce livre non seulement de relater une histoire, mais de donner son importance au style, parce que je pense qu'un texte de cette nature doit posséder un style. Il n'y a pas de récit sans style, et c'est bien le style qui donne son âme, son rythme et sa chaleur au récit. Alors, j'espère y être parvenu, bien entendu. J'ai en tout cas essayé de montrer d'un côté la précarité, les tourments de cette famille Huppert, la souffrance du rejet et de la douleur, de l'exode, qui ont fortement pesé sur son destin, sur le destin de cette famille. Mais j'espère aussi, peut-être avec des points d'humour par moment, avoir rendu des moments de poésie, de charme, de beauté, tels que ceux qu'ils ont rencontrés au cours de leur existence. Alors, d'autre part, dans ce livre, j'ai voulu aborder le thème de l'identité. Ça ne sera pas pour vous surprendre.
D'ailleurs, le fil rouge de l'exil et du déracinement traverse tout mon travail littéraire depuis que j'écris des livres. Et d'ailleurs, par dérivé, tous mes romans historiques, ceux que j'ai faits auparavant, traitent de la migration. Je me suis toujours intéressé à ces sujets dans mes livres, qu'elles soient juives, asiatiques, russes ou espagnoles. Et il fallait bien un jour que je me rapproche de mon berceau, du berceau de la famille, donc la Hongrie. Alors, lorsque j'étais enfant, je vais remonter un peu dans le temps maintenant, je rendais visite à Louis-Charles Huppert, qui était donc mon grand-père paternel. Je l'appelais Daddy. Je voudrais faire une petite lecture, si vous m'y autorisez, pour donner un peu de vivant à la chose. Donc, il habitait donc un hôtel, une modeste chambre d'hôtel. Je vous expliquerai pourquoi après. Et j'en ai fait dans ce livre la petite description suivante. Une odeur de camphre imprégnait la pièce. C'était une chambrette d'arrière-cour, perchée au 7e étage derrière une double porte. Un vieillard fragile, vêtu d'une robe de chambre grenat, glissait sur ses pantoufles afin de limiter l'effort des pas. Ensuite, il calait l'oreiller d'un fauteuil. De ses mains saillaient des veines bleuâtres. Des cheveux lissés surmontaient des lunettes à monture d'écaille qui masquaient un regard affligé d'un certain strabisme. Un accent à la rugosité surprenante teintait son français. Le lit était défait, les objets dépareillés, un gant, un livre, une assiette. Une valise reposait sur l'armoire, joliment patinée, distincte des valises de pauvres que l'on voyait sous les verrières des gares, carcasses en carton, coins en cuir, poignets arqués par le poids. Il n'empêche, c'était la valise d'un passager en transit qui, débarquant d'un port inconnu, avant d'aller ailleurs, logeait à l'hôtel. Alors, cette scène, évidemment, elle remonte à mon enfance, puisque j'avais, quand j'allais le voir, entre 10 et 15 ans, donc ça a duré plusieurs années, et donc je m'en souviens très bien. Et je me suis senti toujours uni à ce grand-père au fort accent d'Europe de l'Est par un lien mystérieux. Alors, il est mort quand j'avais 15 ans, donc j'avais un âge suffisamment avancé, si j'ose dire, pour me souvenir très bien. Nous l'avons inhumé sans faste au cimetière Montparnasse, et nous avons, avec mon père, déposé un caillou sur sa tombe. Et alors, 3 années plus tard, j'ai amorcé une quête identitaire, d'abord en Amérique, où j'ai eu l'occasion de séjourner comme boursier. Donc, j'ai été installé, si j'ose dire, dans une famille en Alabama, dans le sud des États-Unis. Et donc, j'étais déjà à l'époque très préoccupé par cette question d'origine. Et puis, 3 ans, et puis en Hongrie, à mon retour en 1964, avec mon père et ma mère et ma sœur aînée, nous sommes partis en Hongrie, donc à ma demande, pour retrouver ce village natal de mon grand-père que mon propre père ne connaissait pas. Donc nous avons... alors, pour préciser les choses, Épériès se trouvait dans l'Empire austro-hongrois. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu le traité de Trianon, donc il y a eu la partition, la dislocation de cet empire austro-hongrois. Et donc Épériès est devenu Prešov, et Prešov se trouve actuellement en Slovaquie orientale. Et donc, c'est devenu assez proche maintenant, cette ville de Prešov, et n'est pas très loin de l'Ukraine en réalité. Plusieurs des miens donc, ont depuis emprunté le chemin de Prešov. D'autres aspirent à le faire. Et, bon, notamment dans ma famille, ce livre crée un certain intérêt. Alors, je m'en réjouis, sauf qu'évidemment, les événements qui surviennent en Ukraine en ce moment, toute proche de la Slovaquie, puisque, en fait, Prešov est pratiquement entre l'Ukraine et Bratislava, donc c'est peut-être pas trop le moment de s'y rendre, et donc on verra plus tard si c'est possible. Évidemment, toute cette quête, je n'ai jamais
oublié ce questionnement d'adolescent. Et sur le tard, j'ai entrepris, il y a quelques années, enfin, c'est beaucoup plus proche de nous, un travail de fouille grâce au progrès que permettent les outils modernes de recherche. Et au fond, à l'instar du grand Stefan Zweig, j'ai essayé plus modestement d'être une sorte d'archéologue de la mémoire, enfoui du monde d'hier. En tout cas, il vous reviendra d'en juger. Et à ce titre-là, j'ai découvert l'existence de mon arrière-arrière-grand-père, Moïse. Alors, Moïse Huppert, il ne s'agit pas évidemment du Moïse qui fit sortir son peuple d'Égypte ou de Moïse Maïmonide, bien entendu. Il s'agit de Moïse Huppert, figure tutélaire et fondateur d'une lignée sur laquelle les miens ne porteraient pas le nom de Huppert. Alors, pourquoi je dis cela? C'est parce qu'en fait, j'ai une assez forte intuition que Moïse a été le premier à porter le nom de Huppert, parce qu'en fait, il y avait à l'époque un très fort mouvement de changement de nom. On retrouve la trace de décrets extrêmement précis qui datent de la fin du XVIIIe siècle. Et beaucoup de Juifs, à ce moment-là, changent de nom, et notamment sous la, comment dirais-je, l'influence de Joseph II. Et il y a à ce moment-là un fort mouvement dans ce sens. Pour s'intégrer, pour s'assimiler. Pour s'intégrer, voilà. Et donc Huppert est un nom plutôt germanique, qui correspond, prononce Huppert en allemand. Et vous dites ça sonne respectable. Ah oui, c'est ça. J'ai choisi parce que ça sonnait respectable. Oui. Voilà. Donc je pars de l'idée qu'il a été le premier à porter ce nom. Je voudrais d'ailleurs vous lire un petit passage du livre également. Donc c'est page 40 du livre. Donc pour préciser les choses. Ah oui, d'accord. Donc Moïse a eu 2 fils. Ça, je l'ai complètement retrouvé par mes recherches. Donc il y avait d'une part Samuel, qui est mon arrière-grand-père. Donc c'est pas si loin. Alors Samuel, pour présenter la... Alors Moïse, j'ai pas retrouvé sa profession. Samuel était distillateur, autrement dit bouilleur de cru. Donc c'était un métier semi-nomade qui consistait à parcourir les campagnes hongroises à l'époque pour recueillir les récoltes de prunes et fabriquer de l'eau de vie. Voilà. Donc ça, c'était le métier de mon arrière-grand-père. Donc on voit sur les archives distiller en anglais quand il part aux États-Unis. Enfin, on a absolument la preuve de ça. Et puis il avait un frère qui s'appelait Léopold. Et Léopold, lui, va connaître un autre destin. Léopold, il est tailleur. Et on va le retrouver migrant vers l'Amérique. Et donc, il va créer ou fonder aux États-Unis une branche de Huppert américain. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que... Donc, c'est très intéressant de regarder le destin respectif de Samuel et de Léopold. Samuel restant en Europe et Léopold partant pour l'Amérique. Donc, Samuel et Léopold questionnaient Moïse. Alors, parce qu'il y avait des gens dans la communauté qui avaient pris déjà des noms à consonance un peu germanique ou en tout cas non juive. Il y avait un monsieur qui s'appelait Hollander, par exemple, qui a joué un rôle très important par la suite, puisque Hollander, c'est le fondateur de la communauté juive d'Espériès. Il a eu un fils qui a été très actif dans la révolution hongroise de 1848, qui a été un proche collaborateur de Kossuth. Donc, il y avait un Hollander, puis il y avait un monsieur qui s'appelait Austerlitz aussi. Voilà. Et donc, j'ai imaginé cette scène où les 2 enfants questionnent leur père. « Et ton nom, père, notre nom ?» Un décret nous imposa un patronyme. Je me suis creusé la tête, le cœur et l'essence. Au début, rien. Aucun métier, aucune bataille. Non, à la fin, j'ai choisi Huppert, des Huppert qui vivaient là, des Lorrains incités à peupler Saros, parce que le comté s'appelait Saros, et il y avait pas mal de Lorrains, dont certains s'appelaient Huppert, qui étaient venus de Lorraine
pour s'installer en Hongrie, pour essayer de peupler cette partie-là qui était assez sous-peuplée à l'époque. Et ils avaient fait venir des Lorrains pour cultiver la terre. Comprenez bien les enfants Huppert, ça sonnait germanique, ça faisait respectable. Voilà, voilà pour l'origine du nom. Alors j'ai découvert donc Samuel Huppert, distillateur, et puis j'ai découvert bien entendu mon grand-père pour ce qui est de son enfance. Alors il s'appelait pas Louis Charles, il s'appelait Lajos Caroli. C'était donc un garçonnet juif qui a migré en Amérique à l'âge de 12 ans. Donc, il y a un départ que j'ai retrouvé en 1886. 86 ou voilà, en 1874, 14, en Hongrie, il migre aux États-Unis en 86. Voilà. Alors donc son père, exactement. Et avec le frère qui s'appelait Ignaz. Donc il y avait Lajos Caroli Huppert et Ignaz Huppert qui partent avec leur père Samuel. Alors, leur père Samuel les accompagne, on retrouve le passage en bateau. C'est évidemment extraordinaire de nos jours parce qu'on arrive à retrouver des choses qui, à 40 ans, étaient totalement impossibles à retrouver. Et donc, Samuel part pour New York avec les deux garçonnets et les laisse ensuite, il les dépose chez le cousin, enfin chez l'oncle d'Amérique, Léopold, qui est donc à l'époque un tailleur, il n'était même pas tailleur, il était, comme on disait en anglais, cutter, c'est-à-dire qu'il coupait des étoffes. C'était l'échelon en dessous des tailleurs. Et les tailleurs assemblaient des pièces qui étaient découpées par les coupeurs d'étoffes. Donc, il vivait dans Lower East Side, donc c'était vraiment une partie déshéritée de Manhattan, avec énormément de violence, des rixes, des trafics, et puis des rapports détestables entre les différentes communautés, d'ailleurs qu'elles soient juives ou pas juives. C'est pas l'Eldorado. Du tout. Non, il y avait des rapports absolument terribles entre les gens qui étaient d'origine italienne, les juifs, et à l'intérieur des juifs, il y avait des dissensions très fortes entre les juifs de Hongrie, les juifs russes, les juifs allemands et les juifs polonais. Voilà, donc c'était tout sauf œcuménique à l'époque. Et en tout cas, j'ai retracé, grâce à ces recherches, les adresses où mon grand-père a vécu. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vivent d'abord dans le bas de Manhattan, et puis après, il y a des phénomènes. On monte vers les meilleurs quartiers de Manhattan. Et puis après, il y a des gens qui partent pour Brooklyn aussi. C'est assez intéressant. Et pourquoi ils ont quitté la Hongrie? Alors, je pense que Léopold quitte la Hongrie parce que la Hongrie est très pauvre. Hein, donc, c'est une immigration économique, à raison plus économique, mais je pense aussi j'ai également bien documenté le fait qu'à Épériès, il y a de l'antisémitisme pur et dur, alors qui n'est peut-être pas aussi violent que dans l'Empire russe. Que dans l'Empire russe, où il y a carrément les pogroms, où on frappe les gens et on les massacre. Mais en Hongrie, alors ça revêt une forme beaucoup plus insidieuse, mais quand même très, très forte. Il y a des rumeurs qui circulent sur des meurtres qui sont prêtés aux Juifs, notamment des meurtres rituels, des meurtres d'enfants, etc. Et à ce moment-là, il y a notamment, j'ai retrouvé à Épériès, qui est la bourgade en question, la trace d'un procès contre deux juifs qui sont accusés de meurtre rituel, et ils vont être torturés. Il y a d'ailleurs encore à l'époque à Épériès un bourreau dont c'est le travail de torturer les gens qui sont impliqués dans ces procès. Donc ça veut dire quand même que l'antisémitisme, alors que les Juifs hongrois sont des citoyens. Voilà, exactement. Alors que les Juifs hongrois sont devenus des citoyens. C'est ça qui m'a frappé. Les Juifs hongrois ont acquis la citoyenneté en 1867, au moment donc, où on crée la monarchie austro-hongroise avec l'autonomie de la Hongrie. Et malgré cela, en fait, la loi ne met pas du tout un terme à l'antisémitisme. Non. Et ils s'en vont quelques années après. Alors, le procès dont je parle, il est antérieur à 1867, mais l'antisémitisme, comme vous le dites très bien, a perduré au-delà de 1867. Oui. Et il y a encore à ce moment-là des affaires de rumeurs et de complots et de choses comme ça. Parce que la loi ne change pas ce qu'il était. Alors, faire la part entre les raisons religieuses et économiques, moi, je ne m'en sens pas capable.
C'est probablement un mélange des deux. Bon, ce qui est certain, c'est que les Huppert sont des gens modestes, voire pauvres, et que peut-être ensuite le facteur religieux joue un certain rôle dans le débat. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les Huppert ne réagissent pas tous de la même manière. Vous avez le frère qui part à New York, et puis il y a Samuel. Il reste. Alors peut-être parce que sa situation en tant que bouilleur de cru est peut-être un peu plus enviable que celle de Léopold, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Samuel dépose les deux enfants à New York, où ils vont être chaperonnés pendant leurs années d'adolescence, peut-être aussi avec des correspondants, parce qu'on voit aussi la trace de gens qui les hébergent, donc il y a peut-être un phénomène un peu communautaire, si vous voulez, qu'il faut qu'ils ne se sentent pas complètement seuls. Mais Samuel rentre en Hongrie et il ne reviendra pas aux États-Unis, puisque j'ai retrouvé, il meurt accidentellement en 1895 dans un accident de son alambic. Les alambics étaient des engins dangereux qui explosaient, parce que ça chauffait, il y avait de l'alcool, donc c'était très... Et il est mort accidentellement à un âge relativement... Je pense qu'il devait avoir 55 ans quand il est mort. Donc, voilà. Alors, mon grand-père, lui, il est resté aux États-Unis. Mais je ne vais évidemment pas détailler toutes les péripéties, parce que bon, le livre permet de détailler davantage. Et ce qui est certain, c'est qu'on voyage avec ce livre du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Exactement, c'est une grande page d'histoire. Une grande page d'histoire c'est une saga familiale, une grande page d'histoire. Alors, c'est une histoire évidemment qui va de Hongrie à New York. Mon grand-père reste à New York de 1886 à 1912, et puis il va venir donc en France. Il va venir en France avec l'espoir d'une intégration que j'appelle inaboutie, parce qu'elle ne réussit pas autant qu'il aurait voulu, et qui est notamment illustrée par l'amitié, parce que mon grand-père va épouser ma grand-mère et mon père va naître en 1914. Il va ensuite épouser en seconde noces une autre personne, ce couple va devenir très ami avec, alors ça va peut-être vous paraître un peu étrange, avec une dame qui s'appelait Yvonne Le Baron, qui n'était autre que la femme de François Coty. François Coty étant sulfureux milliardaire, parfumeur de son État, et par-dessus le marché antisémite, donc, et qui finançait d'ailleurs avec sa fortune des gazettes anti-juives. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Yvonne Le Baron va prendre le contre-pied de son mari, vont se disputer, et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre mon grand-père et sa seconde épouse. Ils vont devenir très amis, parce qu'elle, non seulement elle n'est pas antisémite, mais elle est philo-sémite. Donc, elle a tout un entourage d'amis juifs qu'elle essaye justement de protéger. Et elle va le démontrer. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi et comment après. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit cette petite histoire, cette modeste histoire d'un personnage se relie aux errements de la grande histoire, à savoir la migration contrainte, l'espoir d'intégration, la crise de 29. Mais avant je me permets, je vous en prie. Votre grand-père arrive à Paris en 1912 et 2 ans après, la guerre éclate. Voilà. Alors, ce jeune juif qui n'est pas français, puisqu'il ne deviendra jamais français, il est américain. Il a la nationalité américaine en 1895. Oui. Quelle est l'attitude de ce jeune immigré en 1914 quand la guerre éclate? Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai retrouvé des péripéties que nous ignorions complètement dans la famille. Il va arriver à Paris comme effectivement, c'est un adulte, mais jeune encore, américain. Il a 35-40 ans. C'est ça, 35-40 ans. Et il va se prendre de grande affection pour la France. Il va aimer la France. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. C'est que je pense que on a l'impression qu'il trouve enfin un endroit où il sent qu'il va pouvoir se poser. C'est peut-être le premier pays en Europe qui a donné la citoyenneté aux Juifs. Oui, alors c'est ça. Et puis il y a déjà son frère qui est installé à Paris.
Ignaz, qui entre-temps est devenu Émile, a migré en France avant lui. Et donc, quand il arrive à Paris, il y a déjà un point d'attache. Il se rend compte d'ailleurs, il rencontre ma grand-mère à la grande synagogue de la Victoire. Donc, et c'est là qu'ils vont se marier en 1914, au tout début de 1914. Et alors, la guerre éclate. Mon père va naître en décembre 14 et mon grand-père va s'engager comme volontaire, ça je l'ai retrouvé par les recherches, comme ambulancier dans une section qui s'appelle Norton-Argès, qui était une section d'ambulanciers financés par des mécènes américains, des banquiers, et donc ces ambulances allaient sur les champs de bataille chercher les blessés pour les ramener à Paris et les dispatcher, si je puis dire, dans des hôpitaux parisiens. Donc, il fait déjà un geste décisif envers la France, un geste patriotique, lui qui vient d'arriver. Vient d'arriver. Il n'est pas français et il s'engage. Alors, j'ai retrouvé ça, pour tout vous dire, dans son dossier de Légion d'honneur, puisqu'il va recevoir la Légion d'honneur. La Croix de guerre. Et parmi, alors en général, on met pourquoi, etc. Et donc là, c'est précisé que c'est parce qu'il a participé à ces actions sur les champs de bataille. Donc, ça m'a effectivement beaucoup ému d'apprendre ça. Parce que dans la famille, on ne parlait jamais de ça, on ne savait rien. Donc, et alors, il a un fils. Et quel prénom donne-t-il à son bébé qui naît en 1914 ? Ça m'a frappé aussi. Il appelle mon père Raymond. Oui, pourquoi ? Parce que Raymond Poincaré, évidemment, est un personnage considérable à l'époque. C'est le président de la République. Et comme par hasard, mon oncle Ignaz, qui arrive en France un petit peu avant, il va s'appeler Émile. Oui, on francise tous les prénoms. Donc, il y a quand même un certain, j'appelle ça l'amour de la France, mais parce que c'est peut-être un peu candide, mais je trouve que ça joue en tout cas un certain rôle. Et je crois qu'ils deviennent vraiment attachés à la France. Tous nos parents juifs ont adoré la France. Bien sûr. Tout à fait. Donc, il s'appelle Raymond, un prénom complètement français. Je vous ai coupé, excusez-moi. Non, mais j'avais... Ça m'avait frappé. Conversation. Ça m'avait véritablement frappé, cet acte de patriotisme, immédiatement pour adhérer à la France. Donc, ce que je disais, c'est que la petite histoire de Louis-Charles se relie directement à la grande histoire. Parce qu'il y a la guerre, et ensuite il y a la crise de 29, il y a tout ce qui se passe après, la Deuxième Guerre mondiale, l'exode, la spoliation, dont mon grand-père va beaucoup souffrir. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'appelle ce livre Itinéraire contourné. Alors, on m'a beaucoup posé la question. Non, parce que le terme est un peu insolite, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Et puis, j'aime bien celui-là parce qu'il est justement un peu insolite. Alors, je me suis dit que, je voulais éviter des stéréotypes du genre tourmenté ou errant, parce que ce sont les clichés un peu attribués aux histoires juives, au destin juif. Et j'ai choisi contourner parce qu'il y a à la fois l'idée de hésitation. C'est quand même quelqu'un qui se cherche. Il va aux États-Unis, puis ensuite il vient en France. Donc, ce n'est pas une ligne droite. Et puis, il y a donc cette dimension géographique dont j'ai voulu rendre compte. En tout cas, j'ai choisi ça. On peut trouver d'autres termes, mais c'est celui-là que j'ai pris. Et puis, voilà. Alors, sur l'amour de la France, je ne vais pas revenir parce que j'ai pu faire déjà un commentaire là-dessus. Mais il ne sera jamais naturalisé. Hein. Il restera toujours américain. Il va rester américain. Et je crois que cet amour de la France, il a été transmis parce que il se trouve que mon père, bien que ce ne soit pas le sujet du livre, était également un Français courageux, puisqu'il il était juif et il a été donc obligé de quitter la France. Là, on parle de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il s'est retrouvé dans une prison espagnole après avoir franchi les Pyrénées avec ma mère. Et puis après, il s'est retrouvé à Alger. Et puis, à Alger, il aurait pu rester à Alger. Il a quand même voulu faire le débarquement de Provence en août 1944. Voilà. Et alors je me dis souvent, cet amour de la France a été transmis quelque part, parce que mon père l'avait très fort aussi, et je pense l'avoir aussi très fort. Voilà. En tout cas, j'ai voulu sortir mon grand-père du silence. Ça n'est pas à vous que j'apprendrai, puisque vous avez certainement réfléchi à ces choses. Il y a deux sortes de silence. Il y a le mauvais silence,
Alors, ce sont des termes un petit peu simples que j'emploie, mais à dessein. Le mauvais silence, c'est un peu le non-dit, comme, pour parler comme les psychanalystes. Hein. Donc, mais je ne suis pas psychanalyste, donc je dirais le mauvais silence. Le non-dit, il nous taraude. Et à la fin, il finit par nous miner. Autrefois, comme vous l'avez dit, donc dans mon enfance, on ne parlait pas de ces choses-là. Oui, c'est ça. On ne parlait pas du tout du passé. Le mystère, le silence, l'occultation de l'identité. Voilà, j'ai noté tout ça. C'était la loi du silence, et ça, j'en ai évidemment pas mal souffert dans ma jeunesse. Et d'ailleurs, j'ai pris un petit passage ici que je voulais vous lire, qui est page 20, donc, où je dis que, page 21, d'où venions-nous, ce mystère me tourmentait. Excusez-moi, c'est un peu personnel, mais c'est un livre, c'est un peu l'exercice qu'il veut. Un fleuve surgissait de nulle part qui marquait mon destin, alors que mon esprit se fourvoyait, mélangeant les pièces d'un puzzle en désordre. L'alternance entre le soleil des évidences et les nuits d'allégation attisait l'obsession. Occultant sa propre identité, mon père me cachait l'univers. Oui, c'est ça. Occultant sa propre identité. Voilà, parce que pour moi, c'était un mystère complet. Évidemment, quand on est, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On l'a tous partagé. Ma mère allait à l'église, elle était catholique fervente, et puis mon père, il n'allait nulle part, donc il rangeait ses papiers dans son bureau. Et donc, le dimanche, on était quand même assez intrigués, on se demandait pourquoi il n'allait pas à la messe. Et vous dites que le silence continue un petit peu, parce que c'est important. Après. Me cachait l'univers, le silence, l'allusion, l'insouciance, éludait chaque question sur sa vie, celle d'avant, bref, sur son ascendance, et par conséquent sur la mienne. Seuls des Israélites existaient sur terre, ces fantômes émergeaient des ténèbres, prenaient forme humaine en revêtant un costume de ville. Je me contentais d'un fagot de brindilles, d'un faisceau de présomption, des torahs poussiéreuses découvertes au fond du grenier, un goût pour le cumin, le réfort et la choucroute achetée chaque année chez Goldenberg. Alors j'ai mis cachère, mais il paraît qu'elle n'était pas cachère chez Goldenberg, donc je me suis fait railler un peu là-dessus. Vous alliez chez Goldenberg en tout cas, pour Noël. Ce qui est vrai, bon, je ne sais pas s'il était cachère, en tout cas on allait l'acheter. Alors ça, évidemment, c'était assez curieux pour des enfants. On ne comprenait pas pourquoi subitement à Noël, mon père allait acheter une choucroute chez Goldenberg. Et puis il y avait voilà, différents indices comme les Torahs, etc. Alors je dis, ces indices résumaient une tradition. Ils ressemblaient à ces branches qui, dépassant d'un mur, eussent témoigné de la présence d'un arbre, aux traces encore fraîches d'un lièvre qui serait passé par là, à un bruit de pas laissant deviner une présence humaine. Je percevais les branches, les traces, le bruit. L'arbre, le lièvre, la présence humaine se dérobaient. L'incompréhension totale. Voilà. Donc, c'était évidemment, là, on en parle d'une manière un petit peu désinvolte, mais pour un enfant, c'était évidemment assez troublant, anxiogène, comme on dirait maintenant. Alors, aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé. On peut dire qu'il y a un autre silence qui est le bon silence. C'est un silence qui calme, qui apaise, qui rassérène, mais seulement après qu'on a pris la parole. Donc, c'est après avoir dit les choses et après avoir nommé les choses qu'on peut avoir accès à ce bon silence. Et à cet égard, écrire, le fait d'écrire, procède de ce bon silence-là, car écrire, évidemment, prolonge la parole verbale, et laisse une trace et possède quelque chose de pérenne, sinon d'immuable. Et donc, c'est à ce prix que l'on se libère de ce mauvais silence dont j'ai parlé à l'instant. Alors, il faut être tout à fait clair. Pour moi, écrire et faire mémoire ne reviennent pas, il ne faudrait pas du tout qu'on ait cette impression-là, à se prosterner devant le passé ou à célébrer je ne sais quel culte du souvenir. Je considère au contraire que la mémoire agit comme un outil puissant et qu'elle irrigue le présent par l'exemple de nos prédécesseurs. Et ça nous permet d'éviter les mêmes rejets de l'autre et les mêmes effets pervers que le rejet de l'autre peut provoquer. Alors, au fond, si j'ai décidé de raconter la vie de ce grand-père, c'est moins pour aligner des faits qui appartiennent à un passé révolu,
que pour mieux comprendre le présent et mieux préparer l'avenir, non seulement pour les miens, ma famille, mais aussi pour nous tous, qui sommes des enfants de migrants, d'exclus ou d'ostracisés. Je dis bien pour nous tous, le cas échéant. Alors, bien entendu, s'agissant de ce livre, je mesure tout à fait les lacunes que peut comporter ce travail. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que les archives juives ne sont pas sans déficience, tout simplement parce qu'elles ont subi les crimes et les profanations de l'histoire. Et c'est vrai des archives slovaques et hongroises, parce que j'en sais quelque chose, puisque quand je suis allé dans ma jeunesse là-bas, on a eu beaucoup de mal à retrouver des archives. Les archives juives ont été évidemment très abîmées, pour employer un mot doux, par l'occupant nazi à l'époque. Alors, il y a ce problème des archives. Il y a le problème également de la mémoire familiale, parce que dans les familles se développe ce que j'appelle un peu un roman familial qui est parfois proche de la fabulation. C'est le cas dans ma famille où mes recherches ont aussi contribué à déjouer un certain nombre de choses qui étaient véhiculées sur mon grand-père, qui étaient en réalité pas exactes. Donc, je dis, pour résumer une formule, dans certaines familles, la fabulation est un train qu'il ne faudrait surtout pas ralentir. On s'accroche à des aspects un peu romanesques qui ne sont pas forcément en phase avec la réalité. Toujours est-il que j'ai essayé de démêler tout ça, et à la fois les archives et puis le roman familial, et puis d'établir la vérité au milieu, établir les faits, et puis essayer de répondre à des questions telles que comment les migrants qui quittent son pays pour passer à un autre peut-il triompher de la fatalité, comment peut-il passer de la contrainte à la liberté, ou comment peut-il, au-delà de la souffrance, entrevoir le bonheur. Alors, de ce point de vue-là, je pense que ce livre, Lettre à Moïse, marque l'aboutissement de mes livres précédents. J'entends pas par là le succès, la réussite ou la perfection, mais plutôt en termes d'espérance, de consolation et d'apaisement. Je crois que c'est de tous les livres que j'ai faits celui qui m'a le plus apaisé après l'avoir fait, parce que j'ai voulu, ici, pour une fois, à un âge un peu avancé de ma vie, laisser parler mon cœur, mon esprit, remonter librement vers mes racines. Et puis j'ai découvert ce terreau spécifique qui nous constitue, ma famille et moi. Ça me fait penser à un proverbe touareg qui dit « Éloigne ta tente et rapproche ton cœur ». Et de ce point de vue, j'ai été un peu, sinon un touareg, en tout cas un nomade en quête de liens. Alors, tout ça a mis du temps à se concrétiser, parce que préalablement, ma vie a été beaucoup une vie de nomade. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans différents pays, et j'ai fait surtout des longs détours par des personnages fictifs qui m'ont permis de traiter du problème de l'identité de manière un peu distanciée. Mais je suis heureux maintenant d'avoir fait ce livre où j'aborde plus franchement les choses. Parce que, voilà, donc c'est un peu le but que j'ai essayé de suivre. Je ne veux pas être trop long, j'ai préparé peut-être un peu trop de texte, mais on va parler après. Voilà, on peut parler. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est rendre hommage à ce grand-père de Hongrie, lui redonner sa dignité, qui a été parfois bafouée, et je dirais même son honneur. Il ne s'agit pas de se mettre en scène ou d'occuper la scène, mais tout simplement de porter un étendard judaïsant. Il s'agit simplement de donner à chacun la place à laquelle il a le droit. Et je pense que mon grand-père avait place dans l'histoire et dans l'histoire de France en particulier. Voilà, donc je vais peut-être m'en tenir là pour l'instant. J'ai d'autres notes, mais je voulais simplement terminer
ce petit exposé en disant que, par peut-être deux questions simples à portée générale, qui s'adressent à chacun d'entre nous, c'est quelle ascendance abritons-nous dans notre cœur, et deuxième question, que comptons-nous faire de nous autres descendants pour continuer à témoigner après elle. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez.